sur les gaz. C'est la continuité, il n'y a pas de surprise, d'accord? C'est exactement la suite de ce qu'il y avait derrière. Je vous rappelle simplement, puisque je vais vous demander à nouveau votre participation, comment faire. Donc c'est exactement même adresse et même numéro de téléphone que précédemment, même condition, les SMS ne sont toujours pas plus payants, enfin, pas plus payants s'ils sont compris dans le cadre de votre forfait. Voilà, juste quelques secondes. Normalement, de toute façon, si vous avez récupéré déjà la première édition du PDF que j'ai déposé sur Moodle, vous avez aussi ces diapos-là qui sont inclus à l'intérieur. D'accord ? Alors, les gaz, c'est étudié depuis longtemps. Ça dépend un peu ce qu'on met dans le sens de longtemps, d'accord ? Parce que là, vous voyez, on est au XVIIe siècle, sur la fin du XVIIe siècle. Boyle et Marriott, ce sont deux personnes différentes. La première date, c'est pour Boyle, la deuxième, c'est pour Marriott, d'accord ? C'est pas la durée de sa vie, parce que sinon, il est mort jeune quand même, monsieur Boyle Marriott, d'accord ? Donc, ce sont deux personnes différentes, et ce sont les deux dates où ces personnes ont pratiquement, vous le voyez en même temps, découvert à peu près la même chose, à savoir qu'il y a une relation entre le volume et la pression d'un gaz, de quasiment n'importe quel gaz. Il y a une relation intime entre les deux. La courbe que vous avez là, ça s'appelle une hyperbole. Et quand on a une hyperbole, c'est que globalement, on a que le produit d'un des deux facteurs par l'autre est une constante. C'est ça une hyperbole, c'est ce qui trace une hyperbole, d'accord ? Donc une équation en 1 sur x, mathématiquement. Donc on a une relation ici hyperbolique entre ces deux variables, la pression et le volume. C'est ce qui est découvert par Boyle et Marriott. En France, on dit la loi de Boyle-Marriott. Dans le monde entier, on dit la loi de Boyle-Marriott. En Angleterre, on dit seulement la loi de Boyle. On est bien d'accord, hein ? Voilà, parce qu'il était anglais. C'est comme ça. Donc, à peine un peu plus tard, voici M. Charles, cette fois-ci. M. Charles, lui, constate qu'il y a une relation linéaire entre la pression, la température et le volume. Relation linéaire entre les deux. Vous aurez remarqué ici que quand on travaille à deux pressions, à deux volumes différents, c'est qu'on prend deux pressions différentes pour le même gaz ou des gaz différents, et que l'on trace cette relation entre le volume et la température, on a deux droites qui ne sont pas perpendiculaires, mais qui sont justement, qui vont congruer, qui vont atteindre le même point final, un point de convergence qui est toujours, quel que soit le gaz, quelle que soit la pression de départ, la même valeur, aux alentours de moins 300 degrés, un peu moins de moins 300 degrés. D'accord ? C'est à noter ici. Avec M. Charles, qui constate la relation entre le volume et la température, on a, et qui redécouvrira la relation de Charles, et c'est lui qui la publiera, Gay-Lussac. Gay-Lussac, on est au tournant du 19e ici, lui constate une relation entre la pression et la température. Et même chose, je n'ai pas tracé ici toutes les courbes, mais c'est pareil, elles convergent toutes vers un point de température unique qui ici est précisé, moins 273,15 degrés Celsius. Ces deux résultats de convergence vont permettre à M. Thomson, en Angleterre, de conclure à l'existence d'une température minimale en dessous de laquelle il n'est pas possible de descendre, qu'il va appeler donc un zéro absolu. Ces résultats scientifiques étant exceptionnels, et c'est vrai pour l'époque, il va être fait Lord par la reine d'Angleterre, et vous le connaissez sous le nom de Lord Kelvin. D'accord ? Donc Lord Kelvin s'est appuyé sur ces résultats sur les gaz pour déterminer l'existence et la mesurer, d'accord, l'établir, de ce zéro absolu. On est donc bien ici dans de la thermodynamique, puisque les températures, c'est de la thermodynamique. On a donc une relation de plus, une relation entre la pression et la température. D'accord ?
Ça veut tout simplement dire que le ratio de la pression sur la température, ça donne toujours une constante, quels que soient les points de départ. Voilà ce que ça veut dire quand c'est écrit comme ça. Vient ensuite Amédée Avogadro, un Italien, qui lui va établir de manière un peu moins empirique et surtout avec beaucoup d'imagination et de science et de conviction, le fait que dans un même volume de gaz, à une température et à une pression donnée, donc on fixe cette fois-ci la pression, la température et le volume, quelle que soit la nature du gaz, on aura toujours le même nombre de particules dans ce volume-là. Par particules, vous avez bien compris, c'est la même chose qu'hier. J'entends molécules ou atomes, ça dépend simplement de la nature du gaz. D'accord ? Donc si on a de l'hélium, c'est un atome. Si on a du dioxygène, c'est une molécule. Mais ça ne change pas. D'accord ? C'est le même nombre. En honneur de cette personne, vous savez qu'on a défini la mole comme étant égale au nombre d'Avogadro, 6,02 10 puissance 23. D'accord ? Mais ça provient encore une fois de ces études sur les gaz, cette définition du nombre d'Avogadro, donc de la notion de, dans une certaine quantité de matière, on a un certain nombre de particules. Et dans le cas des gaz, quand on fixe la pression, la température et le volume, ce nombre est fixe, quelle que soit la nature du gaz. Ce n'est pas vrai pour les autres types de matériaux, d'accord, et surtout pour les autres états de la matière. On a donc une dernière relation. Et quand on les regroupe tous, vous pourrez essayer par vous-même, il n'y a qu'une seule manière de les regrouper. Et cette manière de les grouper, c'est ce que vous connaissez sous le nom de la loi des gaz parfaits. Donc la loi des gaz parfaits, c'est la synthèse des lois de Boyle, Mariotte, Gay-Lussac, Avogadro, etc., etc. Donc de ces lois-là, vous les regroupez et vous obtenez la loi des gaz parfaits. C'est donc une synthèse avant toute chose, ce qui explique probablement pourquoi celle-ci, elle ne porte pas le nom de quelqu'un. D'accord ? Parce que c'est la synthèse des travaux précédents. Alors qu'on soit bien d'accord, vous n'avez pas à connaître les lois qui ont donné la loi des gaz parfaits. Il n'y a que la loi des gaz parfaits qui nous intéresse, puisque toutes les lois précédentes, d'accord, sont incluses de facto dans la loi des gaz parfaits. Donc ça ne sert à rien de les retenir. Et surtout, ça ne sert à rien de retenir le nom de ces gens-là, même si c'est très bien de savoir d'où ça vient, ça ne sert à rien de le retenir. D'accord ? Mais vous voyez comment ça s'est construit ? Ça s'est construit par petits bouts. Et petit bout par petit bout, on est arrivé à celle que vous connaissez. D'accord ? Alors, je ne vais pas revenir tout de suite sur le sens de parfait. On va en discuter. On discutera aussi un peu plus tard de ce qui est imparfait. Mais pour l'instant, on va partir sur ça. Celle-ci, je n'ai pas le moindre doute. Vous l'avez déjà vue. D'accord ? Ce sur quoi je voudrais insister un peu, par contre, c'est la nature de ce R, cette constante qui se trouve dans cette relation-là. D'accord ? C'est une constante, on l'appelle la constante des gaz parfaits, et ce n'est pas une constante fondamentale de l'univers. D'accord ? C'est une constante dérivée d'une constante qui, elle, est une constante fondamentale de l'univers. R, c'est le produit du nombre d'Avogadro par la constante de Boltzmann, Kb, que vous avez ici. Le nombre d'Avogadro, vous savez à combien il est égal, je viens déjà de le citer deux fois, donc 6,02 10 puissance 23. La constante de Boltzmann, c'est une constante qui est minuscule, vous voyez, d'accord, mais du même ordre de grandeur que le nombre d'Avogadro, en 10-23, ce qui veut dire que quand on multiplie les deux, on trouve un chiffre, un chiffre qui est celui que vous connaissez, 8, quelque chose, d'accord ? Alors, 8 quand on n'a pas de calculatrice, 8,3 quand on a une calculatrice, et quand on a besoin, et ça ne vous arrivera pas, d'être ultra précis dans les calculs, 8, 314 et des broquis, on peut encore en rajouter derrière. D'accord ? Mais pour vous, 8,3 sera parfaitement suffisant. Vous aurez noté l'unité de cette constante. Elle est en joules par Kelvin par mol. Le R dans la fonction ici, il est multiplié par N, qui est un nombre de mol. On fait donc disparaître, il nous reste des joules par Kelvin.
Nr est multiplié par T, une température qui est en Kelvin. Il nous reste donc uniquement des joules. nRT, ce sont des joules, c'est une énergie. Ce qui veut donc dire que le produit PV que vous avez de l'autre côté, c'est une quantité d'énergie. Une pression fois un volume dans les unités du système international. D'accord ? Donc une pression en pascal et un volume en mètres cubes, ce sont des joules. Cette relation PV est égale nRT, c'est une relation qui exprime une liaison entre, d'un côté, de l'énergie, PV, de l'autre côté, une température. Dans le cas des gaz parfaits. Mais c'est une relation purement et uniquement de thermodynamique. D'accord ? Ce n'est pas une relation matérielle entre des particules, c'est une relation purement de thermodynamique qui fait intervenir de l'énergie. Donc ça, c'est en joules. On va continuer un tout petit peu sur ce N, parce que c'est sur ce KB, parce que c'est quelque chose d'important. D'accord ? Cette constante de Boltzmann, elle apparaît ailleurs, ça me permettra de faire la relation avec quelque chose qu'on va voir dans le cadre de l'UE1 sur la thermodynamique. On la voit apparaître ailleurs, cette constante de Boltzmann, on la voit apparaître dans la répartition énergétique des molécules, tout état confondu, d'accord ? Gaz en particulier, mais aussi dans les solides et dans les liquides. Donc la répartition énergétique des molécules à une température donnée, et en particulier dans ce qui est la définition thermodynamique de la température. La température, c'est une évaluation de la moyenne, le V bar que vous avez ici, des énergies cinétiques de toutes les particules comprises dans le corps qui est considéré. D'accord ? L'énergie cinétique, vous savez, c'est 1/2 de mv carré. Si je mets V moyen, c'est que c'est la vitesse moyenne de ces particules. Eh bien, quand je fais cette vitesse moyenne, donc cette énergie cinétique moyenne des particules qui s'agitent dans tous les sens, donc ont toute une vitesse légèrement différente, d'accord ? J'obtiens ce que l'on définit comme étant la température au niveau, cette fois-ci, thermodynamique. Et cette répartition des vitesses, c'est ce que vous avez en dessous, qu'on appelle des courbes de répartition de Boltzmann. D'accord ? Ça veut simplement dire qu'à une température donnée, donc ici vous avez moins 100, 20 et 600 degrés, la répartition des vitesses des particules dans le corps considéré, ici c'est un gaz, clairement, d'accord ? Elle va être dispersée. Dispersée, mais pas n'importe comment. Quand on est à basse température, on a essentiellement des particules qui, en moyenne, ont des vitesses qui sont relativement basses. Centrée, vous le voyez, c'est la courbe rouge sur une valeur de vitesse au maximum qui est relativement basse. Et avec une dispersion qui est finalement relativement étroite. D'accord ? Elles ont toutes des vitesses relativement basses. Mais vous voyez quand même que la courbe rouge, elle traîne sur des vitesses plus grandes. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est à basse température qu'il n'y a pas quelques molécules de temps en temps qui vont super vite. Mais elles sont peu nombreuses. Si par contre on augmente la température, donc l'agitation thermique, qui a plus d'énergie à l'intérieur, il va y avoir plus d'énergie cinétique, c'est la courbe verte. Vous voyez que la dispersion se décale vers des énergies cinétiques un peu plus importantes. Et qu'il y a d'autant plus de molécules qui vont vite. D'accord ? Là où tout à l'heure on avait peut-être 1% de molécules qui allaient au-delà d'une certaine vitesse, on en a peut-être maintenant 20 ou 25%. Et si on augmente encore la température, on augmente encore l'énergie cinétique, la courbe se décale cette fois-ci franchement vers la droite, c'est la courbe bleue, et vous voyez deux choses. Effectivement, la valeur moyenne s'est largement décalée, il y a beaucoup de molécules qui sont très rapides, mais vous voyez surtout que la courbe s'est complètement écrasée. Elle s'écrase au fur et à mesure où la température augmente. Ça veut dire qu'il y a d'autant plus de dispersion. Il y a des molécules qui vont très, très, très lentement, d'autres qui vont très, très, très vite, et il y en a de partout. D'accord ? On a une très forte dispersion
des énergies cinétiques. Et c'est ça qu'exprime cette constante de Boltzmann qui sert à construire ces courbes de dispersion et qui est représentée ici dans ce qui est la température, la relation entre l'énergie cinétique, donc l'énergie qui est dans les particules, et la température. Et si vous regardez bien les deux relations, il semble évident qu'il y a comme un cousinage entre les deux. D'un côté de l'énergie, PV, de l'autre un demi de mv carré, mais c'est de l'énergie aussi, d'accord? Et puis la constante de Boltzmann qui apparaît des deux côtés multipliée par la température. Oui, c'est deux fois la même relation. Simplement d'un côté, on a une somme énergétique, de l'autre, on a une moyenne énergétique, et c'est ce qui fait la relation entre les deux, qu'on n'a pas le même coefficient, un 3,5 d'un côté, et le nombre d'Avogadro de l'autre côté. D'accord? C'est ça qui fait la différence. Si vous êtes intéressé par la manière dont on passe de l'une à l'autre, on trouve sur Internet, on trouve dans des bouquins, celui que je vous ai recommandé, en particulier celui de Paul Arnaud, la manière de passer de l'une à l'autre, c'est deux fois la même relation. D'un côté, d'une manière purement thermodynamique, sans relation nécessaire avec forcément les gaz, n'importe quelle matière, de l'autre, son application directe au gaz à proprement parler. Mais c'est la même relation entre les deux. Une relation entre la quantité d'énergie et ce qu'est la température. Okay? Donc, c'est vrai qu'on présente rarement la loi des gaz parfaits comme étant une relation énergie-température, mais c'est très exactement ce qu'elle est. Une transcription à un modèle macroscopique du modèle microscopique de Boltzmann. C'est bon? Voilà. Donc maintenant, vous saurez que, quand on voit apparaître R, la constante des gaz parfaits, dans une relation mathématique où il n'y a pas de gaz, ça n'a rien d'étonnant. Ça veut tout simplement dire que la relation à laquelle on a affaire, elle fait appel à la répartition énergétique de Boltzmann, générique, d'accord, et puis qu'il y a un nombre d'Avogadro qui traîne quelque part, un nombre de molécules dans une mole qui traîne quelque part, qui a multiplié la constante de Boltzmann. Donc cette constante des gaz parfaits, elle est particulièrement mal nommée parce qu'elle n'est pas liée au gaz, elle est liée à la répartition énergétique, à une certaine température. Okay? Donc vous étonnez pas de trouver ce R quelquefois, en particulier au mois d'octobre-novembre, on va faire les réactions d'oxydoréduction. Et dans le cas des réactions d'oxydoréduction, dans quelque chose qu'on appelle la loi de Nernst, vous verrez apparaît justement ce R, cette constante des gaz parfaits. Alors qu'il n'y a pas forcément de gaz, on est peut-être en solution. C'est normal, c'est tout simplement lié à ce phénomène-là. D'accord? Relation température-énergie. C'est bon? Alors on continue. On a donc cette loi des gaz parfaits. Et maintenant, un petit détail sur ce qu'est justement un gaz parfait, parce que pourquoi ils ont défini que c'était un gaz parfait? Alors, les personnes précédentes qui ont établi cette règle-là n'ont pas établi que c'était un gaz parfait. Ils ont travaillé sur des gaz, point barre. Il n'y avait pas de notion de gaz parfait. On a commencé à parler de gaz parfait quand on est allé un peu plus profondément, donc c'est 50 à 60 ans plus tard, après l'établissement de ces relations-là, d'accord, que l'on s'est dit et qu'on a constaté qu'il y a certains gaz qui... la loi, elle n'était pas applicable directement, d'accord? On a cherché à comprendre et on a constaté plusieurs choses. Si la température est trop basse, si la pression est trop haute, ça ne marche pas bien. Avec certaines molécules qui sont particulièrement, par exemple, très polaires, ça ne marche pas bien. Donc il y a quelques cas où cette loi des gaz parfaits ne fonctionne pas très bien. Et ce à quoi on a fini par arriver, c'est que cette loi-là s'applique merveilleusement bien si on peut totalement négliger le volume des particules par rapport au volume du gaz. En gros, mes atomes ou mes molécules sont tellement petits et les atomes et les molécules tellement dispersés dans un gros volume de, par ailleurs, vide, d'accord, que leur volume propre, il est de l'ordre du millionième, d'accord, quelque chose dans ce goût-là, ou plus grand, ou à peine plus petit, on s'en fout, mais c'est tellement petit qu'on peut parfaitement le négliger. Et si c'est le cas, dans ce cas, la loi s'applique bien.
Pour qu'il y ait beaucoup d'espace entre les particules, et donc qu'il y ait surtout du vide et pas tellement de particules, il faut forcément que l'on soit à faible pression. Quand on a une forte pression, c'est qu'on rassemble, hein, on pousse les atomes et les molécules les unes sur les autres. D'accord ? Donc à faible pression, ça marche bien. D'autre part, et c'est très important, il est vital que ces particules bougent totalement librement. Elles peuvent se rentrer dedans, d'ailleurs elles choquent très régulièrement les unes contre les autres. Mais elles ne restent pas accrochées les unes aux autres. Vous vous rappelez, c'est ce que je vous ai dit quand on passe, j'ai dit hier, quand on passe d'un liquide à un gaz. On se libère des interactions, d'accord, des forces de Van der Waals. Ben, si on s'en libère, on s'en libère. D'accord ? Donc on doit être dans une situation où les interactions interparticulaires, force de Van der Waals en particulier, d'accord, mais il y en a d'autres, doivent être totalement négligeables par rapport tout simplement à la cinétique, à l'énergie cinétique qu'ont les particules. D'accord ? Si on s'attire relativement peu, quand on passe à grande vitesse l'un à côté de l'autre, on passe comme s'il n'y avait rien, comme si c'était rien passé. Si on s'est rentré dedans, on se cogne, on repart, c'est du jeu de billard, c'est réglé. Mais si, à un moment, quand on s'approche, on s'attire ou on se repousse, très fort, il risque de se passer des choses qui ne sont pas simplement « j'ai tapé dedans et je suis reparti, je n'ai pas d'interaction ». D'accord ? Donc ça sous-entend deux choses. Un, intrinsèquement, pour le gaz considéré, il n'y a quasiment pas d'interaction. Voilà, ça peut arriver. Il y a des tas de gaz qui, globalement, interagissent très peu avec leurs voisins. On va prendre tout simplement comme exemple les gaz rares. Vous savez, ceux de la dernière colonne du tableau périodique. Ils sont connus pour leur faible interaction avec les autres molécules et les autres atomes. Tout simplement parce qu'ils ont leur couche électronique qui est quasiment complète. Donc, quasiment pas d'interaction électrique avec tout leur voisinage. Eh bien, ceux-là interagissent relativement peu. Ils se comportent systématiquement, même à température relativement basse, comme des gaz parfaits. C'est le cas de l'hélium, qui est quasiment tellement parfait que pour le liquéfier, il faut descendre à des températures qui sont très très basses, voisines de quelques degrés Kelvin, à peine, parce qu'il n'interagit pas avec lui-même, donc on n'arrive pas à le liquéfier, très difficilement en tout cas. Par contre, on a d'autres gaz qui, parce qu'ils présentent des dipôles instantanés, ou en gros des interactions électriques avec leurs voisins, ont très facilement, c'est des petits aimants en fin de compte. Et quand on met des aimants les uns à côté des autres, ils s'attirent. Ceux-là, même à des températures relativement basses, de seulement quelques centaines de degrés, ont de très fortes interactions, parce que c'est des tas de petits aimants qui sont les uns à côté des autres, et vont donc se comporter comme des gaz non parfaits, même à des températures qu'on pourrait juger relativement élevées de 200 ou 300 degrés Kelvin. Ce qui est relativement bas comme échelle de température. C'est la nôtre, mais ça reste relativement bas comme température. Et puis, il y a tous les autres, ceux qui interagissent relativement peu. Ceux-là, comme ils interagissent peu, parce qu'ils n'ont pas de raison, ils n'aiment pas leurs voisins, en fin de compte, c'est un peu ça, et bien finalement, quand ils passent les uns à côté des autres, ils n'interagissent pas, naturellement. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir baisser considérablement la température, même en passant à faible vitesse à côté d'un voisin, il y est indifférent. Et ceux-là vont se comporter comme des gaz parfaits, même à relativement basse température. D'accord ? Mais d'une manière générale, à quelques exceptions près que vous n'avez pas à rencontrer a priori dans le cadre de vos études, en tout cas de vos études immédiates, tous les gaz à température suffisamment élevée, plusieurs centaines de Kelvin, ça reste notre échelle, on est d'accord ? Et à pression relativement basse, jusqu'à plusieurs dizaines de bars, ce qui reste encore une fois à notre échelle, tous les gaz se comportent comme des gaz parfaits. Donc, en gros, dans votre vie courante et votre vie professionnelle future, à part ceux qui vont se retrouver sur des sites industriels où on travaille à 400, 500 bars, d'accord, et à moins 200 ou moins 250 degrés Celsius, d'accord, à part ceux-là, s'il y en a quelques-uns, vous êtes tranquille, vous pouvez considérer tous les gaz communs comme étant des gaz parfaits, parce qu'effectivement, la température est suffisante et la pression suffisamment basse. C'est bon ? Donc on est tranquille. Et donc le postulat, c'est pas d'interaction, volume négligeable.